les terres de Rupert. Dans le soleil, le vent ou la pluie, rame, rame, voyageur, le front ridé, les mains gercées, rame, rame, voyageur, sur la rivière blanche, dans un manteau d'argile, comme il fait bon, le temps est paisible. Dès le printemps, c'est pas trop chaud dans le pays des Témiscamingues. Dans le soleil, le vent ou la pluie, rame, rame, voyageur, le front ridé. Rivière Canasuta, là où le pont du chemin de la faune traverse. Nous avions une grosse journée devant nous. Dès le départ, nous savions que nous allons devoir remonter à la hauteur des terres, aller à contre-courant sur la rivière et sur le lac, devoir franchir 3 rapides successifs et enfin au total 4 rapides pour la journée. Autrement dit 4 portages. Beaucoup de travail. Le vent n'est pas en notre faveur. Il souffle sud-sud-ouest et nous envoie de la vague dans le nez toute la journée. L'équipe a fort à faire. Autre inconvénient pour la journée, il nous manque un homme important. Il nous manque Camério, notre caméraman de service. La veille au soir, alors qu'il travaille d'arrache-pied à filmer le spectacle dans l'église de Rapides Danseurs, la chaleur l'attaque, la chaleur l'accable, il est victime d'un coup de chaleur et à cause de cela, il doit prendre une journée de repos. C'est donc avec émotion et plaisir que nous le retrouvons en fin de parcours, avec sa caméra à l'épaule, en plus ou moins bonne forme, et aussi excité de nous de voir enfin une autre étape de franchie. C'était une belle journée quand même. Nous avons vécu la partie la plus sauvage de notre parcours. Cette partie qui n'a presque pas été touchée de la main de l'homme, la même végétation, la même eau, la même senteur, la même lumière que ce que le chevalier de Troie, 325 ans plus tôt, et toute son équipe ont pu voir, sentir, écouter et toucher. Il a fallu croiser des torrents et aux avirons, tout comme nos aïeux, on a sué des sueurs de feu. Dans le soleil, le vent ou la pluie, rame, rame, voyageur, le front ridé, les mains gercées, rame, rame, voyageur. À la fin de cette journée, nous arrivons par le lac Berthemets. Ce que nous avons l'intention de faire, c'est de sortir et d'aller rejoindre la civilisation. Nous espérons que notre équipe d'assistance aura bien trouvé le chemin du lac Canasuta et sera là en toute confiance pour nous récupérer. On espère avoir du linge propre et frais à se mettre sur le dos. On espère avoir un peu d'eau fraîche et quelques friandises à se mettre sous la dent avant, une fois de plus, d'aller installer notre campement et nous préparer pour le spectacle du soir. On nous attend à la scène principale de Greenfield et nous avons hâte de nous y jouer. Chevalier de Troie, chevalier François, dans le pays. Dedans, hein? Non, vous débarquez pas. Dans le coin là-bas. Merci, ils vont l'avoir. Pas déjà.
Ah, mais là, ici, ça rafraîchit. Fille, vous levez? Ah non? Vous levez? C'est tellement qu'on a. Oui, hein? Ouais. Ça aurait aimé des bouts, par exemple. Un matin, ça calme. Oui. T'es-tu vieux, là? Oui, monsieur. Ben, ça a été après 2 heures l'après-midi, j'ai retrouvé mon énergie. Ouais. Hey, t'as des... Les foleries de voyageurs. Alors, je suis en présence de 2 personnes VIP. De l'expédition de canot avec les voyageurs. Je suis en présence de Madame, Julie Renaud-Roy, représentante de... la Maison du Mulon. Je fais Blanche du Mulon, moi. OK. Et vous? Moi, c'est Roxane Drainville et à la Maison du Mulon, je joue le personnage de Cécile du Mulon. Et vous avez été désignée pour embarquer avec les voyageurs ce matin. Oui. Oui. Et à quel endroit vous avez embarqué avec les canots ce matin? C'est dans le chemin de la Faune. On a embarqué sur la rivière Canasta. Oui. Puis c'est ça, on a remonté la rivière, puis on a dû faire du portage. Oui. Puis ben on s'en est venu jusqu'au lac Canasuta qui est ici, juste derrière nous. Et les portages, avez-vous trouvé ça difficile? Bien, c'est ça, on n'a pas eu à porter les canaux, ce qui est vraiment le pire. Là. Ça, c'est les gars qui faisaient ça. Mais nous, oui, on amenait les avirons avec nous, puis on a sorti nos muscles, nous autres aussi. Ouais. Et comment était le portage? Est-ce qu'il était bien nettoyé ou propre? Oui, bien, ils sont allés le nettoyer d'avance, mais c'était pas évident quand même. Là. Moi, je les ai trouvés super courageux de faire ça. Là. C'était pas facile. J'étais vraiment contente de ne pas avoir à transporter le canot. Et vous avez trouvé est-ce que vous avez trouvé la journée longue? D'abord, vous avez dîné en route. Comment ça s'est passé le dîner? Est-ce qu'ils ont dû allumer un feu? Oui, bien, on a fait un feu. On s'est arrêté à une place, puis on a mangé tout le monde ensemble. Il y avait un petit feu. Ouais, c'était... On a pris à peu près une demi-heure pour dîner. Puis c'était le fun parce qu'on était à côté des rapides, fait que ça nous faisait un beau paysage en plus pour manger. C'est un bon moyen de se rafraîchir, peut-être? Oui, bien, il y en a qui ont sauté puis qui se sont rafraîchis dans l'eau, là. OK. Est-ce que le soleil vous a dérangé aujourd'hui? Ben, j'avais ma casquette, puis j'avais mes lunettes de soleil. Mais ça me brûlait la peau un petit peu. Là. J'ai bronzé pas mal, là. Mais c'était le fun. C'est une belle journée. C'était vraiment une très belle journée. Est-ce que c'était plus long que vous attendiez? Ah, ben oui, définitivement. Surtout qu'on nous avait dit qu'on arriverait vers 3 heures. Finalement, ça a été plus long que prévu. Puis c'est vraiment physique toute la journée. Tu pagaies, puis tu marches, puis tu n'arrêtes jamais. Donc, c'est sûr que c'est difficile, mais c'est vraiment une belle expérience à vivre. Vous avez de l'air encore en très bonne forme. Ben, mes muscles tremblent, ça paraît pas. Mais on s'est découvert des muscles aujourd'hui, parce qu'on a avironné toute la journée aussi. Mais c'est le fun. Ça redonne de l'énergie, même si ça en prend beaucoup. Seriez-vous prêt à recommencer demain matin? Oh! Demain matin, peut-être pas, mais bientôt, oui. Oui, je recommencerai. C'est super le fun. Ben, bravo, félicitations. Mais merci. Merci. Bravo. Alors ici, je suis en présence du voyageur. Ton nom de voyageur, c'est? Curieux. Alias Gaëtan Trudel. Oui. Aujourd'hui, Gaëtan, vous avez parti du pont de la rivière, de la route de la Faune sur la rivière Canasuta. Vous avez trouvé le voyage comment? On a parti de la rivière Canasuta, on l'a fait au complète.
C'est sûr que c'est quand même un bon trip parce que nous autres, c'est ma deuxième journée quand même. Là. Oui. Puis c'est tout nouveau pour moi. Puis en même temps, on avait quand même 4 parterres à faire aujourd'hui. 4 parterres. Puis c'est quand même les Rabascas, ça paye, aucune idée comment, mais ça doit être un 600 livres ou à peu près. Puis c'est d'un boisé ou presque d'un sauvage, d'un boisé sauvage. Là. Mais à la gang, quand même, on en transportait rien qu'un à fois. On transportait le bagage, on retournerait. Puis après ça, on a traversé des Rabascas à chaque rivière. À la gang. Ça a bien été quand même parce que vous étiez plusieurs pour le même Rabasca. Oui, mais le 4e porteur, quand il était terminé, là, on était tous épuisés. Là. Ah, oui, oui. Mais on a parti 1 heure en retard, fait qu'on essayait de rattraper notre temps. Oui. Fait que là, ça se trouve être le 2e. On s'est fait juste un petit feu, ça n'a pas été long, puis on a dîné bien vite fait. Puis une chance, il y avait un petit rapide à une place. Là, on s'est lavé un peu, on a pris une petite douche là, pour se rafraîchir. Là. Oui. Après ça, ça a bien été. On a sauté dans Rabasca, on a pogné le lac d'Ansereau. Puis après ça, on a contourné un paquet d'îles, parce que c'était pas évident de contourner les îles. Là. C'était un coin quand même qu'on avait plus ou moins d'informations, mais ça a quand même bien été. Là. Puis après ça, on a sauté sur le lac ici, à Canasuta, puis là, on vient de débarquer. Là. Je crois que c'est votre journée la plus longue et la plus pénible de toute l'expédition aujourd'hui. Hein? Ça devrait être la pire de tout le trip. Là. Mais on était en forme quand même, là, puis on est juste en retard dans notre horaire. Là. Oui, c'est ça, là, vous avez hâte d'aller souper, hein? Je pense qu'on ne se fera pas pour ça. Ah non? Non, parce qu'on a un petit sketch à faire, un petit show à soir, là, puis là, il faut qu'on y aille tout préparer nos affaires, puis faire le show, là, fait qu'on on va sûrement manger une canne ici de là à travers, là, okay. Puis on va faire du mieux qu'on peut, là. Bon, mais en tout cas, on va vous souhaiter bonne chance pour votre sketch de ce soir. OK, merci. Bonjour. Merci. Oh oh! Il me semble que j'ai entendu un cri de joie ou un cri de guerre. En tout cas, on va voir tout de suite de quoi il s'agit. Un cri d'extase. Merci, gens du pays, d'être venus aussi nombreux ici pour voir un spectacle présenté par l'Association de canot-camping du lac Témiscamingue. Je me présente, je suis le Sanglier, soldat français, voyageur, et aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. Aujourd'hui, on a fait le parcours en canot depuis, je m'en souviens plus, on est parti de où? Depuis d'un chemin au fin fond d'un bois qui était proche des rapides Canasuta. On en a fait un, puis un petit saut de puce, puis on a fait 1, 2, 3 avec des sauts de demi-puce. Puis on a eu mal partout, puis on a eu bien du fun. C'était quelque chose de spécial. On a même réussi à embarquer 2 demoiselles de grande importance, car elles ont travaillé fort toute la journée. On leur a offert un siège. Un siège, en langage de voyageur, ça veut dire qu'on est assis dans le canot et on n'a pas obligation d'avironner ou de ramer. On est des nobles, on est des princesses, on est des personnes importantes de la compagnie. On n'a pas besoin de se marcher dans la boue non plus, on se fait porter par les voyageurs. C'est tellement agréable. On en profite d'ailleurs. Et elles ont refusé ce genre de gratitude. Elles ont avironné et bûché comme des vraies voyageuses et elles ont refusé qu'on les porte dans les portages. Elles se sont mis de la boue partout, puis en plus de ça, elles ont encore le sourire. Alors j'inviterai ces 2 demoiselles qui ont un emploi du temps très chargé à venir se présenter ici devant le micro 3, puis de donner un petit mot, puis expliquer un petit peu c'est quoi leur rôle et pourquoi on les a choisis en particulier, parce qu'on n'a pas pris n'importe qui, là. Territoire de Rouen, canton d'Arnfield, Canasuta et ainsi de suite, c'est un territoire immense, puis on était en chercher 2 et pas les moindres. Je vous laisse la parole, mesdemoiselles. Oh, bien, bonjour. Bonjour. Donc, nous, on travaille à la maison Dumulon, située à Rouyn-Noranda. Aujourd'hui, on joue les personnages de Blanche Dumulon et de Cécile Dumulon. On vous invite à venir nous voir si jamais ça vous intéresse de replonger dans le passé. À la maison Dumulon, on retombe en 1923. On visite le premier magasin général qu'il y a eu à Rouen. Donc, c'est sûr, on a replongé encore dans le passé, dans les années 1600, mais c'est ce qu'on est venu faire aujourd'hui. Oui, voilà. Tout dit. Donc, c'est ça. C'est parce qu'on connaît bien la région touristique. On a été choisi parce qu'on connaît bien la région touristique, puis
Puis on est aussi dans le passé, ça touche l'histoire de la région, donc c'est pour ça. Un petit rap pour vous savoir, j'ai une question. Qui est plus vieille entre Julie et Cécile? Entre Blanche et Cécile. Blanche, pardon. Blanche et Cécile. C'est Blanche la plus vieille. Bon, Blanche, c'est toi la première à avoir. OK. Jérôme? C'est la plus vieille. Oui. Merci. Oh boy! Je cale ça, moi, là. OK. Tu cales ça, plus sec. Travaillez pour! Oh, regarde ça! Oh, oh. Non. Oh, 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 oh! Ça prendrait une marque quand même de gratitude. Alors, au nom du roi de France, Louis XIV, vive le roi! Je vous invite maintenant à faire un petit détour dans l'histoire. On va commencer par le présent. Bon, on s'enferge toujours dans les affaires dans le bois, c'est quelque chose qui finit pas, là. On s'est enfergé dans les rapides, on s'est enfergé dans les portages, puis on s'est enfergé encore dans le spectacle du soir. L'Association de canot-camping du lac Témiscamingue, dont vous voyez le merveilleux logo, c'est un regroupement de personnes qui sont francophones, qui vivent tant au Québec qu'en Ontario. Leur seule passion, leur seul désir, c'est de faire du canot, du camping, de profiter du plein air, de faire de l'activité physique, de découvrir l'histoire, de faire revivre l'historique et de patrouiller et de revoir comment fonctionnait l'histoire, parce que l'histoire d'hier est encore l'histoire d'aujourd'hui. Les Témiscamiens, les Abitibiens, les gens du pays sont d'une certaine manière parce que la terre les a forgés de même, et en y retournant, en nous replongeant dans le bois, on comprend tout de suite pourquoi nous avons le caractère que nous avons et pourquoi on fonctionne encore comme ça pour bien des aspects. Je vous présente quelques-uns, ils sont presque tous réunis aujourd'hui. On va commencer par... levez-vous, puis lâchez votre cri habituel, là. Vous allez voir qu'ils ont tous plusieurs noms, c'est un peu compliqué parfois. Gilbert Trudel, le curieux. Mario Trudel, le précautionneux. Gérard Vachon, dit le rossignol. Martin Etier, dit le brûlot. Claude Antoine, dit le vin du Nord. Nathalie Lessard, dit Amic. C'est moi qui fais les petits cris. Ben là, à ce temps, mon nouveau nom, c'est la criarde. Je sais pas pourquoi. André Saint-Onge, dit le conteur. Martin Robert, dit le renard argenté. Olivier Radisson, dit Pierre Chevalier. Yoann Belrose, dit l'ours noir. Sébastien Nakers, dit le mousse. Alors, toute cette petite gang-là, ils vont vous ramener dans un voyage dans l'histoire qu'on va commencer tout de suite. Il y a le sanglier. Oh! Ah oui, le sanglier. Il y a la roturière. Il y a le hibou. Mais ça, ils vont intervenir plus tard. Vous avez compris, là? La CCLT présente 1686. Les voyageurs se souviennent de Pierre Chevalier de Troyes. Nous sommes en 1686. C'est la fin du XVIe siècle. En Angleterre, Jacques II est le roi. Mais pas pour longtemps. Il va être remplacé par des protestants. Jacques II était le dernier monarque catholique à régner sur l'Angleterre. Il est remplacé par sa fille, Marie II d'Angleterre, et son mari Guillaume III, le prince d'Orange. En France, c'est le roi Soleil qui règne, notre bon roi Louis XIV, qui se croit le maître du monde. Nous autres, on le connaît bien en tant que soldats français. Les voyageurs le connaissent moins et peut-être que vous ne le connaissez pas du tout. Alors on vous le présente. Il arrive! Dieu soit loué! Tout le monde en place!
Vive le roi! Vive le roi! Comme vous pouvez le voir, il n'est peut-être pas tout là, mais il n'est pas tout nu. En fait, à cette époque-là, tout le monde veut être bien habillé. Tout le monde recherche un habit qui serait fait d'un tissu idéal. Il doit être chaud, souple, léger, aéré, imperméable. Oh, je vois déjà les madames qui disent, mais on connaît tout ça, on a déjà acheté ça il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle un Gore-Tex ou un bon Canucks, ça fait la job, hein? Ben oui. Ben non. 17e siècle, 1686. Tout ça, ça existe déjà. Le vrai, l'unique, celui qui est écologique, qui est sensationnel et qui répond à ce critère, c'est le feutre de poil de castor. Malheureusement, le castor, il est mort. On n'en trouve plus en Europe, on n'en trouve plus en Russie, et la seule place où il y en a encore, c'est en Canada. Et vous savez tous qu'au Canada, il fait très froid. Surtout une journée comme aujourd'hui. Commandant, j'aurais une faveur à vous demander. Je vois mes soldats qui sont en train de crever sous leur manteau d'hiver. Je demande la permission d'avoir la tenue d'été. C'est mon fusil en échange. Merci. Merci. Alors, comme on le disait, le seul endroit où il reste du castor, de quoi faire du feutre de castor, c'est en Canada. Et le castor, ça vaut de l'or. Il y a donc des guerres commerciales pour le contrôle du territoire et des fourrures. C'est pourquoi certains postes de traite sont des forts bien protégés et souvent armés. Aussi, le 30 mars 1686, c'est le départ de l'expédition du Chevalier de Troyes en direction des forts anglais de la baie d'Hudson. Ils vont partir de Montréal pour se rendre à la baie du Nord, aller reprendre le contrôle. Ce qu'ils veulent faire, en fait, c'est aller déloger les Anglais qui ont des postes qui sont installés là depuis 1668 grâce à l'aide de 2 traîtres, 2 Français de surcroît qui se sont mis au travail pour les Anglais. Médéric Chouard des Groseilliers et Pierre Esprit de Radisson. Ces 2 bandits sont aussi des fondateurs de la Compagnie de la baie d'Hudson. Alors ils sont partis. Ben oui, ils sont partis de même, hein. Des chariots, des calèches, des chevaux, ils ont pris la route, puis ils sont montés de Montréal jusqu'à la baie du Nord. Pas de problème avec ça. Vous êtes tous d'accord, hein? Personne? Non? Ben non, absolument pas. Dans ce temps-là, il n'y a pas de route. Les seules routes qu'on connaît, ce sont des lacs et des rivières. Puis le seul moyen de se rendre où ils voulaient aller, le seul moyen de circuler et de voyager, c'était en canot. Vous connaissez tous ça, des canots? Oui? On va en parler un petit peu. Grand Sec, tu pourrais-tu nous donner quelques explications au sujet des canots? Bon, on va voir on va voir. Une petite explication. Ben oui. Fait qu'hier, on est parti de Galichat, en Rabasca, qui est le canot du Nord. Celui-ci est 19 pieds, mais si vous avez vu les 2 canots qu'on a dehors, ils ont 26 pieds. C'était à peu près le canot du Nord. Puis pourquoi on appelle le canot du Nord? Parce qu'il y avait un canot de 36 pieds, qu'on appelait canot de maître, parce que M. Lemaitre qui l'avait fait au début. Et il venait jusqu'à Témiscamingue, au fort Témiscamingue. Après ça, on prenait le canot du Nord, parce qu'à partir de la hauteur des terres qui sont ici, le canot du Nord était plus approprié, plutôt que le gros canot. Maintenant, ils sont faits en fibre de verre, mais à l'époque, ils étaient faits en écorce de bouleau. Et l'écorce de bouleau, c'était les Algonquins qui l'avaient fait, ce canot-là. Il était très léger, très maniable, sauf qu'il était très fragile. Alors, le voyageur, quand il arrivait,
pour se camper pour la nuit, la première chose qu'ils devaient faire, c'était faire chauffer la résine et le réparer avant de partir. Un canot pouvait durer 5 à 6 saisons. C'est à peu près ça qu'on voyait. Et c'est très... de l'avoir essayé, de l'avoir fait, parce que c'est notre deuxième expédition qu'on fait en Arabasca, c'est très, très, très sécuritaire. Parce qu'aujourd'hui, quand on a pris votre lac, le lac des Saras, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de touristes. Je ne sais pas ce que le chevalier de Troyes aurait dit à l'époque avec tous ces gens-là, spécialement quand on est arrivé à la marina. On aurait réglé le problème assez rapidement. Oui. Alors, je vous invite à me poser des questions après le spectacle. Je vous en parlerai un peu plus. Voilà pour les canaux. Merci, Gonzague. Vous voulez placer un commentaire qui a envoyé fort. Hein? On continue. Donc, l'expédition est partie de Montréal. Ils voulaient aller chicaner ou essayer de reprendre la possession des territoires qui étaient en perte et qui devenaient aux mains des commerçants anglais. Ils sont partis avec 30 soldats, des beaux soldats français comme moi. Il y en a 2 autres là. Vive la France! Vive la France! Vive le roi! Et des beaucoup moins beaux et assez tannants, pas très cultivés. Ils n'ont pas fait d'école ben. Ils se débrouillent avec pas pire, mais en tout cas, 70 voyageurs canadiens. Au total, 35 cadeaux. 30 plus 70, fait combien ça? Ah, c'est ça. Ils étaient 100. Et ils sont partis vers le nord. Comme commandant, il est ici. Nous l'avons. Notre chef, qu'on respecte beaucoup. On n'a pas le choix. Pierre, chevalier de Troyes. On avait également le lieutenant, Jacques Lemoine de Sainte-Hélène, notre lieutenant second, Pierre Lemoine d'Iberville, et le major, Paul Lemoine de Maricourt. Vous voyez qu'il y a comme une ressemblance dans les noms. Hein? Il y a comme quelques Lemoines dans l'histoire. Mais en fait, c'est les 3 frères. Ces 3 frères sont les fils du plus grand commerçant en fourrure de Montréal. Ce n'est donc pas étonnant que c'est pas un hasard s'ils ont été choisis et qu'ils s'en vont se battre pour faire revenir plus de fourrure à Montréal. Il y a également des personnes importantes. On ne s'en va pas dans ce temps-là dans les pays inconnus, dans les terres difficiles, sans avoir la protection de Dieu. Et il fallait donc un aumônier qui était Antoine Sylvie, père jésuite, qui avait déjà été plusieurs fois dans le Nord comme missionnaire et qui connaissait bien le territoire. Comme aide-major, le sieur Zacharie Robutel de Lanoux. Tiens donc, comme par hasard, c'est le beau-frère de Lemoine. C'est pas une gang de Hells Angels, mais quasiment. Tu sais, ça se tient à ses têtes dans l'affaire. Ils se connaissent pas mal tous. Il y avait un commissaire aux vivres, sieur Pierre l'Allemand, qui était également un petit peu cartographe sur les bords, et le capitaine des guides, sieur Pierre Lamoureux de Saint-Germain. Ce monsieur Lamoureux de Saint-Germain est un élément essentiel dans l'expédition parce que lui, en fait, connaît le terrain, il le connaît très, très bien. Ça fait très longtemps qu'il parcourt le Nord, ça fait plusieurs fois qu'il y va. Sieur de Saint-Germain connaît ce territoire parce que, dès 1673, il était installé des postes français dans la région où vivent les Autochtones, les Tabitibis. Et vous reconnaissez tout de suite le mot Tabitibis, Abitibi. C'est dans ce coin-là qu'il avait déjà installé des postes de traite pour récupérer les fourrures et pour les ramener sur le marché de Montréal. Autrement dit, à la minute même où cette fourrure-là a décidé de prendre les gros bateaux pour retourner en Angleterre, le commerce de Montréal commençait à dépérir. C'était pas bon du tout pour les commerçants de la place. C'est la raison pour laquelle cette expédition a été organisée. Je l'ai déjà mentionné, nous sommes de beaux soldats français, très disciplinés, on sait se battre, nous autres, mais on a été obligés d'embarquer 70 espèces de sauvages qui n'obéissent à rien. Ça s'appelle des Canadiens, et je ne suis pas sûr qu'on peut leur faire confiance. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le penser. Le marquis de Denonville, gouverneur et lieutenant général pour le roi, notre bon roi, vive le roi! Vive le roi! Ça, au moins, ils l'ont appris. En Canada et en Acadie et en Terre-Neuve. Je ne saurais, Monseigneur, assez vous exprimer l'attrait que tous les jeunes gens ont pour cette vie sauvage, qui est de ne rien faire, de ne se contraindre pour rien, de suivre tous ses mouvements et de se mettre hors de la correction. Eh oui, comment leur faire confiance quand ils vont être lourdement armés? Parce qu'ils vont être armés. On s'en va avec de la poudre, on s'en va avec du plomb, on s'en va avec des munitions. On s'en va avec 130 fusils pour 100 hommes, ça commence à faire. Et leurs fourreaux, 50 pistolets, 100 baïonnettes pour mettre au bout du fusil, des grenades, des épées et des sabres. Une véritable armée.
Et si tous ne sont pas soldats, il va falloir qu'ils le deviennent. Le nommé de Pourpoint déserta après avoir commis plusieurs vols et des désordres qu'il a expiés depuis sur un gibet. Je fis attacher un Canadien à un arbre pour le punir de quelques sottises qu'il avoit dites. Et je connus dans cette occasion le caractère des Canadiens, dont le naturel ne s'accorde guère avec la subordination. C'est quoi ton problème de français, là? Encore une autre fois. C'est encore une autre fois. Faites votre travail, les soldats, ils le méritent. Tu vas arrêter de parler. Hein? Je l'avais dit, maudit Canadien. OK, je pense qu'il a compris, là. Vous pouvez le relâcher. Mais non, il va recommencer une deuxième fois. Ça va aller pour cette fois-ci. Je te tiens à l'œil, hein. Fais attention, regarde, je reprends ça. Canaille. Le 19 mai 1686, on arrête à la maison de la Compagnie du Nord, sur l'île du lac Témiscamingue. Cette île est entre deux rapides provenant d'une petite rivière nommée Métabéchouane. La météo n'est pas bonne et on est obligé de s'y arrêter pendant 3 jours. Mais avec notre commandant, rester 3 jours sans rien faire, il ne faut pas rêver en couleur. Ils nous ont fait compter des pots et encore des fourrures pendant 3 jours. Ils nous ont fait également aller changer de nos gros canaux contre des plus petits. Puis ça, c'est de la job, parce qu'il faut les porter pour aller les échanger contre d'autres. Car nos canaux sont trop pesants et trop incommodes que pour bien pouvoir sauter les rapides. Le 24 mai 1686, après 55 jours de voyage, on fait la visite à la mine sur le lac Témiscamingue. Sur le bord du lac Ouest, un rocher en demi-cercle qui a 50 pieds sur le bord de l'eau, 10 pieds de hauteur du niveau de l'eau et 100 pieds de profondeur. N'ayant point de terre dessus, se perdant sous une montagne couverte de rochers. Nous en arrachâmes quelques petits morceaux fort difficilement, puis retournâmes au camp. Car le castor et la fourrure ne sont pas les seules richesses qui intéressent les Européens. Tous les royaumes d'Europe espèrent trouver autant d'or et d'argent que les Espagnols et les Portugais en trouvent dans leurs colonies d'Amérique. Il n'y a que l'argent qui permet d'acheter tout ce qui est rare et précieux. L'encens et les parfums de l'Arabie. Rares et précieux comme les textiles et les épices de l'Asie. Rares et précieux comme la soie, la laque et la porcelaine de Chine. En fait, 40% de tout l'argent qui est rapporté en Europe est utilisé pour acheter où? En Chine. Plus ça change, plus c'est pareil. 1686, XVIIe siècle. Jour de brouillard, jour de gros vent, jour de ménage, jour d'amusement, jouons maintenant. Ben oui, nous autres, nous avons travaillé fort toute la journée. On a fait des portages, on a avironné, on est parti très tôt le matin, puis là, c'est le temps qu'on s'amuse puis qu'on relaxe. Comme tout bon voyageur, on a des jeux bien à nous, puis on va vous les montrer. Renard argenté, t'es prêt pour ça? On va essayer de participer, faire participer ou vous montrer quelques petites affaires intéressantes. Hein? Certains des jeux qu'ils jouaient, entre autres, il y avait le jeu de l'aviron. Est-ce qu'il y en a qui savent qu'est-ce que c'est le jeu de l'aviron? Non? Bon. On va vous le montrer. Il y a besoin de 2 volontaires. Ah. Ah, Bruno s'avance. Ah. Est-ce que... Oh, oh! Ça commence déjà? Ça commence déjà? Ouais, du tabac sur brûlot. Moi, tout mon tabac sur brûlot. Combien de carottes? Précautionneux. 2 carottes de tabac? 2 carottes de tabac? C'est le plus gros? Bon. Moi, je mets ma bouteille de rhum. Comment ça, du rhum? Il t'en reste, toi? Hey, comment ça qu'il reste du rhum, là? Bon. Le but, là, c'est de renverser l'adversaire. L'aviron, faut pas qu'elle monte plus haut que les épaules, parce que ça peut être dur sur la baboune. Hein? Puis la palette, faut pas qu'elle ait entre les jambes. C'est ça. On est d'accord avec ça. On commence? Hein? Ben, vous pouvez y aller. Ah ouais, précautionneux! J'ai mis mon rhum sur toi, voilà, là! Ah ouais! Bruno, ouais, mon tabac.
C'est chaud, c'est chaud! Ah, Maudit! C'est précautionneux qu'à garder l'aviron, je viens de perdre tout mon gain. Moi aussi? Moi aussi? Oui. J'avais engagé mon rhum. Fait que là, vous avez tout compris ça, là. Un peu d'extra. Vous avez tellement bien compris ça que vous allez me montrer comment vous faites, vous autres, à Hartfield. Alors, ça nous prendrait 2 voyageurs d'Hartfield pour nous montrer comment vous faites ici. Viens, vu que tu es déjà debout, là, ça va aider. Viens-t'en, mon homme. Ah oui. Oublie-moi pas de servir de mon fusil, là. Bon, on en a déjà un. Martin, je t'en ai trouvé un. On va en employer un de l'autre bord, là. Un autre. Oui, ça va bien à 2. Le monsieur avec la chemise un petit peu lignée, là-bas, là. Oui. Je suis d'Ottawa. Encore mieux, on va... Ah oui. On va faire une chicane Québec-Ontario. Ah oui. 2 soldats pour aller chercher le fonctionnaire. Oui. Il n'existe pas d'autre manière, hein? On est prêt? Vous avez compris? Pas plus haut que les épaules. Lesquelles épaules? Oui, il y en a des moins hauts que les autres, hein? On va dire ceux-là. OK, on peut y aller. Qu'est-ce que vous avez mis sur lui? Non, ça commence. Oui, pas de tabac, celui-là. Sur lui? Oui. Moi, mon rhum sur lui. Oh, c'est sérieux, on n'a pas le temps de rire. On les encourage! Moi, il me semble que... Je sais pas, mais moi, il me semble que si Hartfield gagnait sur Ottawa, ça serait un peu mieux, hein? Non, là, je pense que... Là, je pense que... Oh. Ah, c'est beau. Ah oui, c'est monté trop haut, là. On est obligé d'interrompre le combat, mais c'est un beau combat. On vous félicite tous les deux, là. Oui. Oh, c'est du vrai. C'est beau, c'est beau. Double ration pour le jeune homme. Merci beaucoup. Hey. C'est du vrai. C'est du vrai. C'est bien de valeur. Ouais, c'est bien de valeur, mesdames, mais il faut relever le défi. Vous êtes choisis pour votre sourire. Et je sais pas, moi... comment loin qu'on va? Rouen, c'est-tu encore Hartfield? Ou... Ouais. C'est en banlieue. Y en a-tu de la banlieue d'Hartfield, une jolie dame? Ou, regarde la maman qui fait croire qu'on parle... Viens donc, la maman qui s'occupe de son bébé quand c'est pas le temps, là. Oui, t'as été choisie. Oui, t'as été choisie. Ah, l'autre madame a décidé d'aller relever le défi. C'est parfait. Bon, on en a une. Fait que, voilà, c'est ça. L'équipe est organisée. Non. Ça va être intéressant. C'est pas grave. Il tombe de plus haut. On a compris le but. Pas plus haut que les épaules, puis on va aller... 16 épaules à elle. 16 épaules là. On commence. Non, mais quand vous voulez, les filles, hein? On n'a pas toute la nuit. Moi, j'ai pas eu le temps de voir, mais on continue le spectacle un petit peu. Moi, j'aime bien ça quand Léa vient de sa côté par ici, par exemple. Il est trop tard. Bon. C'est du vrai, madame? Oui, c'est du vrai. On a des jeux pas mal plus pacifiques, hein, Martin? On va en faire un. Ben oui, on a d'autres. Un autre exemple qu'on a, c'est le jeu de la jambette. Vous devez avoir déjà entendu ça, la jambette? Quelqu'un? Personne ne veut lever la main, à peur d'être élu? Ben Mimi. Oh, vas-y. Mimi, viens-t'en. Vas-y, Mimi. Oh.
On a besoin d'un adversaire pour la petite Mimi. On en a-tu? Ben, C'est ça. oui, tu vas y aller? Oui, ben, tu vois, Yann Thomas. Oh oh! Ah, on a trouvé un adversaire, ça va. Bon. On s'installe, il faut se coucher par terre. OK. Pas fenêtre avancée. Gain, gaz, pas dur. On se recule un petit peu. Il faut se tenir le bras. Hein? Non, allez chercher l'autre. On se tient le bras. OK. Là, il faut lever la jambe. On va compter juste 1. Tu lèves ta jambe. OK. On va à 2 et à 3. On accroche la jambe. Il faut renverser l'adversaire. Comme ça, il faut renverser l'autre personne. Oh oui, vas-y, vas-y, vas-y. Bon, là, c'est bonne valeur, mais on a eu le challenge des moins de 7 ans. Là, on aurait besoin d'un tournoi de plus de 77 ans. Y a-t-il du monde qui ont plus que 77 ans dans la salle qui voudrait essayer la jambette? C'est votre chance unique, là. Manquez pas votre chance. On peut désigner un volontaire. Oh, je suis tout à fait d'accord. Bon. Mais il me semble qu'un chauffeur et un caméraman, ça va bien ensemble. C'est le premier qui a parlé. Oui, oui. Qui vient. Ah oui. Fait que, ah oui, la casquette debout. Oh. Oh. Oui, oui, c'est couché. Bon, il faudra un volontaire parce que lui il est déjà à terre, là. Oui. Bon. Ah, on s'en vient. On s'en vient. Quand j'ai vu ça lui, j'ai dit je l'ai, c'est facile. Bon. Oui. On va se tasser par là un petit peu si ça vous fait rien. Juste en cas que... Oui, balayez le plancher un petit peu, les gars. Ça éviterait qu'on doive nettoyer la salle avant de partir. C'est déjà poussiéré, vous allez comprendre pourquoi. Oh, parce que tu penses qu'on va pas manger de poussière, là? Le bras... Oui. OK. 1, on lève. 1, 2, on lève encore. 2, et à 3, on accroche. Juste le talon. Le talon. Oh! Oh! Ça On va laisser en chance. Ah oui, ah oui, ah oui. Il n'y a personne qui parle. Mais merci de votre participation. C'est fantastique. 325 ans passés. Puis tu nous diras pourquoi on chante aussi. À part faire peur aux canards. Oui, en effet, lorsque les compagnies embauchaient des voyageurs, ils aimaient toujours s'assurer qu'il y en avait au moins un qui savait chanter. Ça, c'est pour différentes raisons. D'abord, dans les canaux, vous savez qu'à vironner toute la journée, ça pouvait devenir monotone. Donc, pour réduire la monotonie, c'est important qu'il y en ait au moins un voyageur qui savait chanter. Mais plus que ça encore, le fait de chanter ensemble en canot, ça donnait une certaine cadence. Puis avec une cadence, bien évidemment, on gagnait du temps, on gagnait de la vitesse, donc la compagnie était gagnante, mais aussi les voyageurs, puisque eux autres aussi, ça faisait passer le temps. Alors, une des chansons qu'on a chantées aujourd'hui, êtes-vous prêts à m'accompagner, les voyageurs? Oui, 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 oui. C'est l'aviron qui nous mène, c'est l'aviron qui nous mène en haut. M'en revenant de la jolie Rochelle, M'en venant de la jolie Rochelle, j'ai rencontré 3 jolies demoiselles. c'est l'aviron qui nous mène, c'est l'aviron qui nous mène en haut.
J'ai rencontré 3 jolies demoiselles. J'ai rencontré 3 jolies demoiselles. J'ai point choisi, mais j'ai pris la plus belle. C'est l'aviron qui nous mène, c'est l'aviron qui nous mène en haut. J'ai point choisi, mais j'ai pris la plus belle. J'ai point choisi, mais j'ai pris la plus belle. Je la fis monter derrière moi sur ma selle. C'est l'aviron qui nous mène, c'est l'aviron qui nous mène en haut. Je la fis monter derrière moi sur ma selle. Je la fis monter derrière moi sur ma selle. Au bout de 100 lieues, elle me demandit à boire. C'est l'aviron qui nous mène, c'est l'aviron qui nous mène en haut. Au bout de 100 lieues, elle me demandit à boire. Au bout de 100 lieues, je me demandis à boire. Je l'amenai auprès d'une fontaine. C'est l'aviron qui nous mène, c'est l'aviron qui nous mène en haut. Je l'amenai auprès d'une fontaine. Je l'amenai auprès d'une fontaine. Lorsqu'elle y fut, elle ne voulut point boire. C'est l'aviron qui nous mène, c'est l'aviron qui nous mène en haut. Lorsqu'elle y fut, elle ne voulut point boire. Lorsqu'elle y fut, elle ne voulut point boire. Je l'amenai au logis de son père. C'est l'aviron qui nous mène, c'est l'aviron qui nous mène en haut. Je l'amenai au logis de son père. Je l'amenai au logis de son père. Lorsqu'elle y fut, elle buvait à plein verre. C'est l'aviron qui nous mène, c'est l'aviron qui nous mène en haut. Lorsqu'elle y fut, elle buvait à plein verre. Lorsqu'elle y fut, elle buvait à plein verre. À la santé de ses frères et ses sœurs. C'est l'aviron qui nous mène, c'est l'aviron qui nous mène en haut. Et colique que c'était haut aujourd'hui de se rendre à la hauteur des terres. Rossignol, donne-y pas de suite. Hé, je m'oppose. Il n'a pas fini sa job. Il nous a pas expliqué pourquoi c'est important qu'on chante tant que ça. Répète encore, parce qu'il y en a qui n'ont pas écouté. Pourquoi est-ce qu'on chante? Ben, mon cher sanglier, c'est d'abord pour garder la cadence des canaux. Puis la cadence, quand on avironne ensemble, ça fait avancer les canaux plus vite. Donc, les compagnies étaient satisfaites parce que c'était plus rentable pour eux. Ça prenait moins de temps pour faire le voyage. Puis également, pour les voyageurs, bien évidemment, c'était moins motonnant. Et quand je pense... Ouais. Et quand je pense que ce gars-là est presque payé le double de nous autres. Du moins, c'est ça qu'il nous dit. Je suis payé plus que vous, je suis payé plus que vous, je suis payé plus que vous. C'était évident parce que c'était important d'avoir quelqu'un, un voyageur qui chantait. Bon. Ta santé, sanglier. Ah, voilà, tiens, toi. Ben oui, tant qu'on y est là, on va parler un peu de salaire. On vous a parlé tantôt des canaux, puis chacun a sa place. On a un chanteur, c'est important, parce que ça donne la cadence. On a un monsieur Lavant. Monsieur Lavant, lève-toi. On met un monsieur Lavant, parce que comme ça, s'il y a un ours dans la traîne, ben on est certain qu'il va avoir la place. Parce que quand il voit monsieur Lavant, il est assez laid que le lourd, il souffre. Hein? Bon. Puis en plus, il est à moitié aveugle, fait que lui, comme il est en avant, il est supposé de nous dire où qu'il y a des souches, puis qu'il y a des roches, puis des crises de brochets qui viennent fesser le canot, là. C'est lui qui doit voir ça. Prochaine fois que tu t'engages, tu demanderas que la compagnie t'achète des lunettes, OK? Bien important. Je sais pas, mais il y avait bien des brochets. En arrière, Gouvernail. Lui aussi était payé un peu plus que les autres parce qu'il fallait qu'il prenne le chemin le plus court tout le temps. Si tu vas au plus court, de pointe en pointe, tu vas plus vite. Si tu vas plus vite, tu fais plus de chemin. Puis un canot, n'oubliez pas que c'est comme un transport de nos jours, là. Le plus qu'il roule, le plus qu'il transporte de marchandises, le moins de fuel qu'il dépense, le chemin le plus droit qu'il utilise, c'est la même affaire. Un camion d'aujourd'hui, s'il transporte plus que 10 % de son poids pour du carburant, il y a un problème. Nous autres, si on transportait 10 % de plus que notre nourriture pour transporter la marchandise, il y avait un problème. Fait qu'inquiétez-vous pas, des bines puis du lard, là, on en mangeait rien qu'en masse. C'était à peu près le seul diesel qu'il y avait à cette époque-là, puis c'était ça qu'on achetait à tous les jours. Au milieu, ben c'est nous autres, parce que ça a bien de l'air que des soldats français, c'est peut-être bon combat, mais en fait, d'avironnage, là, on est juste des milieux. Puis ça, ils nous l'ont bien fait comprendre, les Canadiens. Au milieu, ferme ta gueule, puis rame.
En tout cas, chanson de l'année, vous vous en souvenez? N'oubliez pas, là, 325 ans aujourd'hui, cette chanson-là. On continue. Le 30 mai 1686, nous avons allumé un feu. À chaque campement, on allume un feu. On a besoin de faire cuire notre soupe au pois, on a besoin de faire fondre notre lard, on a besoin de faire fondre notre colle pour réparer nos canots. Tous les jours, on fait du feu. Sauf que cette fois-là, et c'est sûrement encore un Canadien, parce que jamais un soldat français aurait fait ça, on a mal éteint notre feu de camp. Le vent venant en arrière de nous, ça n'a pas pris de temps que le feu nous a rattrapés. Puis pas rien qu'à peu près, là. Un de nos feux de camp mal contrôlés nous met en grave danger. Malheureusement, fusils, grenades, poudre, tout peut exploser n'importe quand, et rien de cela ne peut être mouillé. Notre commandant y a perdu sa perruque. Personnellement, j'y ai perdu ma chemise. C'est pas drôle, un incendie dans la forêt. Après 60 jours de voyage, enfin, nous arrivons à la hauteur des terres. Le 31e et dernier jour du mois de mai, nous partîmes et entrâmes dans un petit ruisseau dont l'eau était soit à peine suffisante pour porter nos canots. Nous fîmes 5 lieues ce jour-là, et 3 portages, au dernier duquel je fus où estoit la séparation des eaux, et par conséquent la hauteur de la terre et du monde. Que ce voyage, la mer estoit également basse, aux côtes du Canada et de la baie du Nord. On est sur le sommet, le point le plus haut. Si je m'en vais dans un bord, je vais descendre. Je vais descendre vers le Saint-Laurent. Si je m'en vais de l'autre bord, je vais descendre. Je m'en vais vers la baie du Nord. Je suis au plus haut, donc je suis le plus près du ciel. Si je suis le plus près du ciel, je dois être dans un endroit sacré. Si je suis dans un endroit sacré, je suis mieux de faire attention. Parce que je pourrais bien tomber d'un bord, je pourrais bien tomber de l'autre. Mais je pense que le conteur a une histoire bien particulière à nous conter sur la hauteur des terres. C'est un endroit sacré un peu particulier. Il peut arriver toutes sortes d'affaires à cet endroit-là. La preuve, on a déjà commencé par rassembler une salle pleine dans un endroit qu'on ne savait même pas qu'il existait avant d'y arriver. Monsieur le conteur? La légende suivante a été entendue plusieurs fois à la hauteur des terres. Étienne et Dominique avaient à peine 19 ans. Ils étaient nés dans la région de Trois-Rivières. Qu'ils les avaient entendus, ces histoires de voyageurs parcourant les pays d'en haut, où la liberté totale existait partout. Ils se dirent donc, organisons-nous un petit peu. Allons chercher du matériel de traite, des perles, des hachettes, des hameçons. Et rendons-nous dans le pays d'Abitibi, à la hauteur des terres. Et c'est là qu'ils ont décidé de partir après les foins, car les grands travaux agricoles étaient terminés. Alors Étienne et Dominique, avec leur matériel de traite, partent un soir dans un grand canot, discrètement, car ils n'ont pas de congé de traite. Les traiteurs devaient avoir un congé de traite. Sans congé, ils partent la nuit. C'est la fin d'octobre. La fin de juillet ou fin du mois d'août, après que les voyageurs, normalement, sont déjà sur leur retour vers la Nouvelle-France. Alors ils s'avancent. Ils rencontrent des Amérindiens et traitent le fameux castor. Ils s'avancent. La saison également avance. Et c'est là que, tout à coup, ils arrivent à la hauteur des terres. C'est le mois de septembre, puis le mois d'octobre. Ils font de nouvelles connaissances. Ils échangent. Tout à coup, un matin, la glace sur la baie des Groseilliers. Ils se disent, oh, c'est sérieux, le canot ne peut plus avancer. Alors, non préparés, les 2 jeunes hommes, situés près du lac Matia, décident de tenter de passer l'hiver. Tout à coup, la neige commence à tomber. Le canot d'écorce est renversé et recouvert de neige. Et un soir, alors qu'il commençait à faire très froid, ils entendirent des bruits inconnus dans la forêt autour d'eux. Et une semaine plus tard, arriva le grand jour. C'était tellement froid que tout à coup, c'est là que se produit le moment extraordinaire. Et c'est là que le grand esprit Wendigo s'est avancé sur les 2 jeunes hommes et les ont saisis
et ils ont disparu dans le ciel. C'était la fin de Dominique et Étienne. Merci. Les distances entre chaque lac et les portages sont de plus en plus difficiles. Peut-être que certains d'entre vous savent c'est quoi un portage, peut-être que d'autres ne l'ont jamais connu. Nous allons donc parler maintenant des portages et nous allons en faire un juste devant vous. Ça nous prendrait un homme fort pour nous parler des portages. On en a-tu un? Bruno, tu nous parles-tu des portages? Oui? Donc, chaque voyageur avait comme responsabilité de charrier ou d'avoir dans leur possession 6 ballots de marchandises. Chaque ballot, 90 livres. Et puis, ça, c'est pas grave. Donc là, aujourd'hui, on a charrié des ballots. 4 portages. On est encore en belle santé. Donc, juste pour vous montrer ici, pour m'aider pour faire le portage. Que je prenne. Que j'en prenne un? Bon, oui, moi, je me sens en forme. 90 livres. Moi, je suis allé faire des portages, je vais juste m'en faire. 90 livres! Je vais juste m'en faire. Oh, oui, Attention, là. Mon genou, mon genou. Oui. On aime ça faire des portages. On aime mieux avironner dans nos belles rivières parce que des portages, quoi qu'on dit à propos des portages, c'est la pire calamité qui peut exister. Je vois un monsieur qui ne te croit pas, là. Monsieur avec la chemise blanche, venez en avant. Vous n'avez pas de l'air à nous croire qu'un portage, c'est de la calamité. Non, on va aller voir ça. Non, venez. Oui. T'as l'air d'un gars qui n'a pas de l'air à croire qu'un portage, c'est une calamité. Tu ris de nous autres, en plus, hein? Oui, continue à rire. Bon. Venez. Oui. T'as l'air d'un gars qui n'a pas de l'air à croire qu'un portage, c'est une calamité. Tu ris de nous autres, en plus, hein? Oui, continue à rire. Bon. Bruno, Ça, c'est le premier, ça. ça c'est un. Non. la magie au milieu un petit peu, là. Il penche tout d'un bord pour le bonhomme. Aïe. On fait demi-tour. Il est bon, un vrai voyageur. Je parie qu'il y a une demoiselle. La demoiselle qui a avironné. Je parie qu'il y a une demoiselle. La demoiselle qui a avironné avec nous toute la journée, là, avec sa robe blanche, là, je suis pas mal sûr qu'elle serait capable d'en charrier 3. Ouais, on va lui mettre. Je parie que. Tu vois, monsieur, il pensait qu'il était bon avec 2 ballots, là, mais je parie que la madame, là, tu vas voir ça. Ça, là, on l'a dompté toute la journée, on lui a montré c'est quoi être une voyageuse. Hein? Elle a besoin d'une ceinture fléchée. On ne sait jamais qu'elle se crèverait, hein? Parce que la ceinture fléchée, c'est pas juste pour parure, hein? C'est pour garder nos organes à l'intérieur, éviter qu'on se crève, qu'on fasse des hernies. On serre ça bien serré. Hein? Une fois 90 livres. Non? OK.
90 livres, oui, elle a travaillé fort. Ouais. OK, ouais. Ouais, et l'autre, là, celui à terre, là. Bruno, celui qui est à côté de toi, là. Mais prends celui-là. Mais il fait un peu plus que 90 livres, tu vois, mais je le sais bien, là. Il est un peu plus pesant que les autres, mais... Bon! Pas de problème avec ça. Ah. Fait que vous voyez que c'est bien 90 livres, hein? Une petite danse avec ça. Une petite danse avec ça. Fait que, imaginez si cette petite fille-là est capable d'en porter 3. Mais, mademoiselle, pensez-vous que votre frère, c'est capable d'en porter 4, lui? Ah oui, le frère de la mademoiselle, viens-toi ici, on va voir si t'es capable d'en porter 4. On va commencer par un, en tout cas. Vous êtes fort maudits les soirs. Tabarnouche. Ah, quatrième, baisse-toi un peu, on va t'en mettre 4, là. T'es capable d'amener tes 90 livres. Ah oui. On commence à faire, là. Bon. Échappe-le sur le monsieur, on va voir s'il aime ça. Joseph Antoine, t'es capable d'en amener 8, lui. Ah, ben beau. Alors, vous comprendrez que pour nous, les portages, c'est la pire des calamités. Il faut se promener dans des terrains pleins de roches, tout croche, pleins de racines, avec nos ballots. La plupart du temps, on en avait 6. C'est bien certain qu'on ne pouvait pas les amener les 6 en une fois, donc il fallait faire le trajet plusieurs fois, parfois 2 fois, parfois 3 fois. Puis après ça, il fallait encore ramener le canot. Fait que ça commençait à faire pas mal de voyageurs. OK? Si ça vous tente d'essayer ça tantôt, là, ceux qui n'ont pas... On vous laissera courir avec les ballots un peu plus tard. Entre le 3 et le 5 juin 1686, nous en sommes arrivés à la construction du fort Abitibi. Il s'agit d'un camp d'entraînement. Car je vous l'ai dit, ces Canadiens ne savent rien faire. Ils savent juste avironner puis chialer. Il était grand temps qu'on leur apprenne à se battre, puis qu'on leur apprenne à se battre contre des Anglais. Alors notre commandant a décidé qu'on allait faire de quoi qui allait ressembler à un fort d'Anglais, puis qu'on allait l'attaquer comme du monde. Il est de pieux et flanqué de 4 petits bastions. Je m'applique ensuite à faire représenter la forme des fortifications des Anglais. Je fis mettre les officiers à la liste et fis voir à chacun ce qu'il avoit à faire lorsque nous irions à une attaque plus sérieuse. L'événement m'a fait voir que cet exercice n'avoit pas été inutile. Le 20 juin 1686, c'est l'arrivée des hommes à Moose House, Fort Monsipi ou Fort Saint-Louis, à la baie d'Hudson. C'est notre premier fort. Il est solide, mais c'est pas un problème. Approchez. Approchez. Tout le monde a une arme? Oui. Bon. Finalement arrivé à notre premier fort. Oui, vive le roi! Donc,
Faut pas oublier, la France et l'Angleterre ne sont pas en guerre. Donc, il faut aller cogner à la porte et leur demander s'ils veulent se rendre. OK. Faut y aller doucement. Faudrait pas faire des incidents diplomatiques. OK, non, pas d'incident diplomatique. Non. Est-ce que tout le monde m'a bien compris? Oui. Prêt? Oui, on va suivre les ordres. Oui. On y va. Oui. Commandant, qu'est-ce qu'on va faire avec ces Canadiens? Ils comprennent rien. Ils font n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. J'en peux plus. Ah, il va falloir apprendre ça. On veut plus des Canadiens, on veut plus des Canadiens. Faut retourner en France, moi. Je vais carrer les Canadiens. Quelle bande de fous. Vive le roi! Vive le roi! Vive la victoire! J'eus pour l'heure beaucoup de peine à arrêter la fougue de nos Canadiens, qui, faisant de grands cris à la façon des sauvages, ne demandoient qu'à jouer des couteaux. Cependant, j'ai quand même une petite excuse pour eux. Leur débauche de courage n'est peut-être pas étrangère au fait qu'on leur a promis à ces hommes de partager le bénéfice de la marchandise et des fourrures capturées. Ça aide toujours un petit peu lorsqu'on a une récompense au bout du compte. Le 3 juillet... J'avais oublié qu'ils vantaient en maudit cette journée-là. Le 3 juillet 1686, c'est l'attaque réussie de Fort Charles à l'embouchure de la rivière Rupert. D'ailleurs, à cette occasion-là, une autre fois, une fois de plus, une fois encore, les Canadiens n'ont pas tout à fait suivi les instructions. Au lieu d'aller attaquer le fort d'abord, ils ont d'abord été attaquer le bateau qui est à côté. Mais en tout cas, ils ont capturé, grâce à Iberville, le Craven qui mouillait tout proche. Les Canadiens n'y trouvèrent pour toute garde qu'un homme enveloppé dans sa couverture qui dormoit tranquillement. En fin de compte, c'est une bonne idée, parce que dans un canot et dans un bateau, il y a des canons, puis il y a à manger. Le 25 juillet, il faut prendre Fort Albany, Kikichouquan. Cependant, comme le vent continua à être contraire, nous n'avions plus de vivres et nos gens ne vivaient plus que de persil de Macédoine. Je leur proposai à tous de faire un vœu à Sainte-Anne. Ben oui. Là, c'est sérieux. Faire la guerre, pas de nourriture, c'est comme faire la guerre, pas de fusil. Puis on a besoin d'aide. Puis quand tu es tout seul au nord, là-bas, où il n'y a rien, puis je vous le dis, là, j'ai été là, il n'y a rien, là. La seule chose qu'on peut faire, c'est prier. Nous les promirent chacun 40 sols pour la réparation de son église à la côte de Beaupré. Le vent changea tout à coup, nous emmenant notre bâtiment, d'où ayant promptement fait tirer 8 pièces de canon. Le 26 juillet, jour de la fête de la Sainte-Anne, nous envolâmes en moins d'une heure plus de 140 volées de canons qui grillèrent la place de tous côtés, en sorte que les boulins venant nous manquer, nos gens crièrent un grand « Vive le roi! Vive le roi! » Les Anglois nous répondirent d'un pareil cri pour nous faire connaître qu'ils voulaient se rendre. Et quand les Anglois se mettent à parler français, là, c'est que ça va mal en maudit de leur bord de la palissade. Ça allait bien mal. Ils souffraient en maudit. On ne savait même pas qu'il y avait des familles là-dedans, mais en tout cas, nous autres, on a tiré toutes nos boulets, là, puis on a touré, puis je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais en tout cas, à un moment donné... Attachez-la! Attrapez-la! Je vous ai pourtant demandé de toutes les amener sur l'île. C'est la même chose partout. À chaque fois qu'on attaque un fort d'anglais, il y a des folles qui sortent en criant qu'on a renversé le teapot puis qu'on a renversé le cake. Je sais pas c'est quoi le problème, mais on les met tout en même place. Amenez ça sur l'île, là. Les Anglois viendront la rechercher plus tard. Bon débarras. Quoi, la Ligue d'anglaise, c'est pire que des Canadiennes, ça? En tout cas,
Temporairement, les Français retrouvent le contrôle du commerce de la fourrure de la baie d'Hudson. Les pertes pour la Hudson Bay Company s'élèvent à plus de 75 000 livres, surtout dues à la saisie de 50 000 peaux de castor de première qualité. Juste pour rire, là, 50 000 peaux de castor à 100 piastres la peau cette année-ci à North Bay, ça fait un maudit paquet d'argent. Et heureusement qu'on a gagné parce qu'on n'a vraiment plus rien à manger. On a mangé tous nos pois, toute notre farine, tout notre lard. Il ne reste plus rien de notre blé d'Inde. On a tout mangé. Si nous autres, on crève de faim, c'est pas le cas partout dans le monde. En particulier, on vient d'inventer la nouvelle friandise de l'année. 1686, XVIIe siècle, c'est le croissant qui fait merveille. Inventé à Vienne pour célébrer la fin du siège de la ville pour les troupes ottomanes, turques, alors que l'ennemi avait décidé d'attaquer la nuit, les boulangers viennois, levés à l'aube, ont tous noté ça et ils ont sonné l'alerte. On se chicane aussi sur la place, on dit que c'est à Budapest, cette même année 1686, que les Turcs ont rendu la ville aux Austro-Hongrois qu'ils occupaient depuis. Et comme les Austro-Hongrois étaient contents de voir les Turcs dont le drapeau est un croissant sacré de camp, ils ont décidé, on va fêter ça en faisant un petit gâteau en forme de drapeau de Turc. En cette fin du XVIIe siècle, donc à la même époque, des bateaux arrivent aux Antilles remplis d'esclaves noirs qui ont été arrachés à leur terre d'Afrique. On les amène là pour travailler dans les plantations de canne à sucre et produire plus de sucre, et donc plus de rhum. Ouais! Plus de rhum pour moins cher. Faire travailler du monde d'autre part? Pour moins cher? Plus ça change, plus c'est pareil. En 1686, la science fait des progrès. Denis Papin, après avoir inventé son digesteur, une sorte de marmite à pression, invente le cylindre piston à vapeur qui va donner lieu très bientôt à la machine à vapeur. Toujours du côté de la science, il y a Leibniz qui vient de faire son premier exposé sur le calcul infinitésimal. Newton, lui, se gratte la tête et il trouve le principe de l'inertie. Pour le roi, rien n'est trop beau. Alors la machine de Marly, en France, actionne 250 pompes pour élever l'eau de la Seine de 500 pieds et alimenter les bassins et fontaines du château de Versailles. William Dampierre découvre à la même époque les catamarans dans le golfe du Bengale. Mais c'est sans aucun doute que c'est en médecine que nous avons fait les plus grands progrès en 1686. En fait, c'est la naissance de la chirurgie cette année-là. La profession était autrefois associée à celle de barbier. Mais en 1686, le roi, notre bon roi, vive le roi! Vive le roi! Il a un petit peu mal au trou de cul. En fait, excusez, il a une fistule anale que ses médecins ne parviennent pas à guérir. Fait que son chirurgien, Charles-François de Tassy, qui a un très bon couteau, le guérit après une opération risquée et très douloureuse. Aïe, aïe, ça fait mal à cette place-là. Louis XIV, très reconnaissant, vive le roi! Vive le roi! Fait alors organiser une grande école et la formation des chirurgiens. Et étant donné que, pour notre combat, nous avions les meilleurs fusils qui tiraient plus loin que ceux des Anglais, les meilleurs manteaux qui étaient plus légers et plus chauds que ceux des Anglais, les meilleurs canots qui flottaient mieux que ceux des Anglais, les meilleurs boulets, non, c'était pas meilleur que les siens vu qu'on les a pris sur leur bateau, les meilleurs canons et boulets que les Anglais nous ont donnés, on a également avec nous la meilleure médecine et nous avons un chirurgien qui a été formé à l'école de Rouen. Alors j'espère que parmi vous, il y a au moins un médecin ou une infirmière. Non? Un médecin ou une infirmière? Non? Pas de médecin ni d'infirmière. Y a-t-il une sage-femme? Non? Y a-t-il quelqu'un qui s'est au moins collé un pansement? Aïe aïe! Aïe aïe! Bon, mais il y a quelqu'un qui veut apprendre quelque chose. Monsieur, vous êtes encore debout? Vous êtes... Hein? Il n'a fait 2 des pansements. OK, débarque ta couche sur le bord, là. Viens-t'en en avant, on va te montrer c'est quoi de la chirurgie de 1686. Puis je te promets, tu vas pas être déçu, là. Tu vas vouloir changer des couches après ça, je te le jure. Chirurgien. Tabarnouche, tu dors au gaz? T'es pas supposé te sniffer ta médecine? Ça va prendre quelqu'un de mettre là?
Toi? Il y en a toujours un qui traîne à quelque part. C'est crié, mon ami! Y a-t-il un docteur? Je pense que je le fous! Je suis Au bras, regarde, tu te t'aperçois, regarde, il y a une grosse infection. C'est un nouveau voyageur, il se plaint tout le temps. Non! Depuis qu'il est parti de Montréal, là, il est tout le temps blessé. On a bien à l'envers hier, à côté dans j'ai pas le bras, au final, il pensait que c'était correct. Vous le dites, il se plaint tout le temps. Tu Non, vois, non, même. non. Ben, Hey, il m'en veut. Regarde. as-tu de la fièvre? As-tu de la fièvre? Non, presque pas. Un grand sec? Oui. Hey, hey. Prendre du rhum? Non, ça paraît du rhum. Du rhum. Le rhum, on s'en va pas pour fêter. Hey, Mousse, Mousse, si le rhum marche pas, prépare l'aviron. Un bon coup en arrière de la tête, ça va le calmer. Oh, le fusil. Le rhum, on s'en servait pour réveiller le docteur quand il dormait sur la switch. On s'en servait pour calmer les blessés. Ben, on va faire un petit shot, je suis nerveux. Il prend moins de rhum, c'est pour prendre moins de rhum. Shake moi chaud. Bon, on a petit Attends, tu parlais de toi, de ta réputation, t'as pas bien. ça, soit quand t'assommes, ou soit tu mords dedans. Fait que ça empêche de mordre sa langue, fait que bon... Il est chanceux, lui, il a encore ses dents. Ah, et moi, un petit couteau, quand il pleut un casson. Je vous l'avais dit, c'est un plaigneux. Il se plaint pour des petits blessures. On va envelopper ça, là, puis une coupe d'heure, tu vas être bon pour ramener à cause de 12 heures. C'est beau. Puis, ça, tu fais le mieux? Ben là, il faut revenir un peu pour moi plus de l'infection que j'ai là. Tu vois comme d'habitude, tu reviendras demain. Mais là, tu vas pouvoir chialer pour une bonne raison. Je vais se cramer encore demain. Je vais en venir te coucher, là. Alors, c'est bien certain que les soins médicaux sont gratuits, là. C'est fourni par l'armée, là. S'il y en a dans la salle qui ont... Je pourrais te faire la barbe et les cheveux. Il est dû. Demain. Il n'y a personne qui est blessé dans la salle qui veut des services gratuits, là, parce qu'ils sont disponibles. Non? Non? C'est bien beau. Ah ouais. On est bien chaud ça de l'avoir. En tout cas, il n'y a pas juste des maringouins qui font des grosses plaies puis des branches qui rentrent à la mauvaise place. La peste, le choléra, la syphilis sont les maladies les plus fréquentes qui ravagent les populations. Les branches qui rentrent à la mauvaise place. La peste, le choléra, la syphilis sont les maladies les plus fréquentes qui ravagent les populations. Ici, c'est en particulier le scorbut qui tue les hivernants qui ne consomment pas assez de vitamine C durant les longs hivers sans fruits et sans légumes. Pourtant, il y a une solution. Elle est connue depuis 10 000 ans, mais en tout cas, les sauvages y ont encore beaucoup de choses à apprendre à ces Blancs qui savent tout. Toujours est-il que, rendu le 7 novembre... Nous arrivâmes à Témiscamingue, où notre retour réjouit fort les François qui y sont. Ah, vous avez de l'air content maudit d'être là, les gars, ça paraît. Oh, les shit! Ah ouais! Êtes-vous content d'être rentré à Témiscamingue? Ouais! Ah, OK, bon. Je partis le lendemain après avoir distribué à mes gens le blé d'Inde avec quoi nous devions faire 6-20 lieues pour gagner les premières habitations de l'île de Montréal. Je fis entièrement avec le chef de la nation de Témiscamingue. Mon voyage finit par 3 finaux de marche. J'arrive à Montréal avec le reste de mon détachement, sans que pendant la route, il arrivasse rien de remarquable. Bah oui, ça c'est bien notre commandant, Pierre Chevalier de Troyes. On était cassé la gueule aux Anglais, on a fait le trajet Montréal, baie du Nord, redescendre, mais c'est rien passé de remarquable. Tout est correct, tu sais. En tout cas.
Et voilà, c'est déjà la fin de notre... En tout cas. Et voilà, c'est déjà la fin de notre petite histoire. 1686, les voyageurs se souviennent du Chevalier de Troyes, vous avez été présenté par la CCLT. Une présentation réalisée par Olivier Renson et Yves Renson et Tofu. Je vous rappelle quand même que ce n'est pas la seule chose que nous faisions. Vous nous avez vus aujourd'hui parce que nous sommes en train de faire la route du Chevalier de Troyes. Et nous faisons un spectacle gratuit dans les différentes municipalités. Aujourd'hui, nous étions chez vous. Demain, nous allons être à Rollet. Et à Rollet, ça va se passer à la même heure, à 19h. Ben, en tout cas, c'est ça qu'ils disent. Moi, j'ai pas l'heure, puis je sais pas lire, mais en tout cas. Aux alentours de 19h, si on chavire pas, si on se pète pas la figure dans les portages, puis qu'on a tout ce qu'il nous faut. Si le spectacle vous a intéressé, c'est bien sûr que c'était filmé, puis Camério va se faire un plaisir de pouvoir vous en proposer ou présenter une copie quand sera le temps venu. Je vous précise quand même qu'à la fin de notre parcours, nous allons arriver à Fort-Témiscamingue, et comme on n'aura rien fait de l'autre semaine, qu'on ne sera pas fatigué du tout, on a décidé de se lancer le défi suivant, organiser le record du monde du plus grand rassemblement de canots sur un lac. Ça veut dire avoir le plus grand nombre de canots qui a jamais existé en même temps, à la même heure, sur le même lac. Ça se passe devant le fort Témiscamingue, sur le lac Témiscamingue. Autrement dit, si vous avez un canot, le 23 juillet, accrochez-le sur le toit de votre char, puis descendez à la course, ça presse, au fort Témiscamingue. Vous devez être là pour 10 heures. À 11 heures, on fait passer un avion au-dessus de nous autres, puis on prend une photo. À midi, on prend une photo de vous dans votre canot pour vous envoyer une photo souvenir avec un timbre de Poste Canada qui va être émis pour le record du monde du plus grand rassemblement de canots. N'oubliez pas de venir, là. Si vous ne venez pas, on va aller vous chercher. C'est-tu clair? C'est certain qu'une expédition de même, ça ne se fait pas tout seul. On a eu besoin de ressources, le journal de l'expédition et l'histoire populaire du Québec. On a même un commanditaire qui s'appelle Radio Énergie. Des fois, ça joue à la radio. On a eu des ressources audiovisuelles. On a eu des personnes ressources, en particulier Danny Garot et Marilyn Ranou de Parc Canada, Fort-Témiscamingue. On a eu la télévision communautaire de Témiscamingue en la présence de Ernest Laplante. Tim Hazelwood pour Acclaim Sound and Lighting, Québec Acoustique. C'était Patrice Desjardins qui nous a servi. Le comité d'organisation du spectacle, qui se rallonge à tous les jours, fait que la liste n'est jamais à jour, je ne sais plus quoi faire avec, mais en tout cas, on va lire ceux qui sont là, puis vous me ferez penser, ceux qui ne sont pas dessus, vous lâcherez un cri, puis on va parler de vous. Fait qu'il y avait Alexandre Paquette, bénévole, André Saint-Onge, qui est le trésorier de l'association de Canoë Camping. Il y a Claude Patoine, bénévole, Colleen McNeil, bénévole, Étienne Nakers, qui est le président de l'association de Canoë Camping. Il y a Florence Renson, qui est bénévole, Frédéric Nakers, qui est bénévole, Jean-Claude Carrière, qui est bénévole, Marie-Josée Nakers, bénévole, Mario Trudel, qui est notre vice-président à l'association, Martin Etier, qui est bénévole, Maurice Chartrand, administrateur, Olivier Renson, bénévole, Sébastien Nakers, administrateur, Serge Côté, administrateur, Tofu pour le support moral, Johan Belrose, bénévole, Yves Renson, secrétaire, Le Sanglier, c'est moi aujourd'hui présent, en chair et en os. Et tout ça, pour arriver à vous présenter ce spectacle, on a juste dû mettre à peu près 3000 heures de bénévolat, mais rien là, on vous aime tellement qu'on va le faire encore. Alors, dans ceux que j'ai manqués, il y a la criarde, Amic, le castor féminin, Nathalie Lessard. Il y a aujourd'hui la voyageuse, qui est également la folle anglaise, qui est Lise La Bonté. En arrière, il y avait la voyageuse, qui est également la folle de remplacement ou de second... En tout cas, des folles, il y en a plein, vous le savez, là. C'est pas ça qui manque. C'est l'aventurière, puis c'est Madame Lamoureux, puis son prénom... j'ai pas le droit de le savoir parce que je suis déjà marié, supposément. Fait que, alors, qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Curieux. Il est où, Curieux? Curieux. Ah oui, Curieux, il est là. Bonjour. Voilà, c'est ça. Curieux. Karine, puis Michel. Karine, où es-tu? Elle est par-ci, puis Michel, elle est encore là. Mimi, vous l'avez vu tantôt pour la jambette. Tout ce monde-là, ça fait partie de l'association, puis ça a travaillé très, très, très fort. Puis en plus... Hein? Hibou.
Hibou qui est là. Puis là, je devrais quand même mentionner qu'on a des chauffeurs. On a un véhicule d'assistance qui nous suit partout avec nos canots. Nous autres, on est sur l'eau, on a du fun. Puis eux autres, ils mangent de la poussière sur les chemins de gravel à courir derrière nous autres. Puis on leur dit, on va être là à 3 heures. Ben non, c'est pas vrai, on est là à 6. Puis on leur dit, demain, on part à 6. Mais non, on part à 5. Fait que là, ils sont pas debout. Ils sautent dans le truck. Ils ont pas déjeuné, les babettes à l'air. En tout cas, ils ont du fun en maudit. Ils veulent encore être nos chauffeurs. Monsieur le chauffeur, Denis Carrier. Puis il est l'autre chauffeur. C'est là, monsieur et madame les chauffeurs. Malheureusement, je connais pas encore votre nom. Je pense que c'est monsieur et madame Barry. C'est ça. C'est du monde qu'on apprécie énormément parce que s'ils n'étaient pas là pour nous aider, ben il se passerait rien. Puis commanditaire? Oui, commanditaire. Commanditaire? Commanditaire? Il y en a des commanditaires? Oui. On le présente. On le présente, commanditaire qui a aidé aussi à donner de l'argent surtout. Je présente, j'aimerais inviter mon père, Jeannot Bellereau, en avant, pour vous le présenter. Un commanditaire qui nous a aidés. Il fait partie propriétaire de l'atelier Tangente. Fait que si vous avez des meubles, c'est spécialiste en job. Il nous a fait des massarments de cuisine pour nos canaux. C'est pratique en maudit. Pas grave, demain c'est samedi. Un gros merci. Merci, merci. Merci. Alors, ben oui. Alors, si on est rendu à Urnfield, c'est pas un hasard, c'est parce que le Chevalier de Troyes est passé par ici à un moment donné ou à un autre, puis que les voyageurs y passaient assez régulièrement parce qu'il fallait monter à la hauteur des terres, puis il n'y a pas 36 000 routes, il n'y a pas 36 000 lacs, 36 000 rivières pour passer. Je t'ai oublié? Hibou et Chouette, Gisèle Dallaire, elle est aussi partie de l'association. Voilà. Tu vois? Puis évidemment, si on fait un show, c'est pas pour être tout seul. Le public, merci d'être venu. Ça me fait plaisir. Ouais. On vous a mentionné que les voyageurs, nous autres, on a une expédition militaire, on s'en va casser la figure à du monde, donc on a charrié des fusils et tout ça. Les voyageurs, de manière traditionnelle, leur travail, c'est des camionneurs de l'époque. Ils charrient les marchandises. Et les marchandises les plus précieuses, à ce moment-là, qu'on redescend vers le commerce, c'est certain que c'est la fourrure, c'est ça l'argent. Mais pour aider le monde à ramasser des fourrures, ça leur prend du matériel. Alors, il y avait des pièges, il y avait des fusils, il y avait de la farine, il y avait du sucre, il y avait des couvertures. Le matériel montait puis descendait à l'année longue, ou presque la belle saison, en tout cas, avec les canaux. Mais il y avait une chose très, très importante qui était aussi transportée avec les canaux, c'était le courrier. C'était le seul moyen de transporter le courrier. Alors, ce que nous avons fait, nous avons demandé à notre passage, et de toute façon, ils se sont précipités pour le faire, ils avaient tellement hâte de vous parler, que les villages en amont de vous, non, ils sont en aval, parce qu'en amont de vous, non, ils sont en aval, parce qu'on remontait, en tout cas. En amont dans notre expédition, en aval, je suis perdu, là, en tout cas. Ceux qui étaient avant, là, ils vous ont écrit quelque chose. Sauf que j'ai un colique de problème. Moi, j'étais à l'école, là, mais je ne sais pas lire. Fait que, heureusement, on a précautionneux. Binoclard. Il y a ses lunettes. Si tu les nettoyais un peu, ça irait pas mieux? Ça serait bien. Attends, je vais cracher dessus. OK, Jean de l'Abitibi-Témiscamingue. Il marche-tu, ce micro-là? 1, 2, 3. Laissons passer tous les voyageurs intemporels. Accueillons-les comme les gardiens du feu de notre mémoire ancestrale, comme les porteurs de la tradition des vieux pays, de la liberté des Amérindiens et des coureurs des bois. Soyons les éclusiers de ces portageurs de l'Arctique à l'Atlantique, revivant les aventures des grands découvreurs. Lors de leur passage au rapide danseur, les voyageurs auront trouvé refuge dans la vieille église où on les attendait avec un immense pot-au-feu. Et en échange de leur bonne histoire, les citoyens leur ont offert des présents tels qu'une rondelle d'un vieux cèdre de plus de 600 ans, des pierres de Malachigan, d'un étendard des festivités du 75e du village et d'une céramique et d'autres objets à l'effigie de la municipalité. Ce rapide dernier portage avant d'atteindre le poste de traite du lac Abitibi, les Algonquins l'avaient nommé Opasatik Sissimosik, ce qui veut dire là où l'on s'arrête pour danser, pour se dégourdir en fait.
Au fil du temps, le lieu conservera sa définition sous le nom de portage danseur, puis de rapide danseur. Aujourd'hui, par extension, on pourrait aussi le définir par là où l'on s'arrête pour faire de la musique. Avec l'arrivée des colons, le village de rapide danseur s'est vite devenu l'histoire d'un effort collectif, du défrichage des terres à la construction des chemins, de la lutte contre les feux de forêt à la construction de l'église, en passant par la municipalisation de la paroisse, les citoyens ont su se mobiliser pour faire du village ce qu'il est aujourd'hui, un endroit où il fait bon vivre, tant par sa tranquillité, ses paysages, que son animation. Cette année, Rapide Danseur fête ses 75 ans. Encore une fois, les citoyens se mobiliseront pour rendre hommage aux bâtisseurs et célébrer leur village dynamique et en santé. C'est donc du 12 au 14 août que se tiendront les festivités où sont invités tous ceux qui ont eu un lien avec la localité. Les années à venir comporteront bien sûr bon nombre de défis, tels que de conserver la gestion du territoire au sein même de la municipalité, occuper les jeunes qui sont de plus en plus nombreux, préserver l'environnement, stimuler le développement conformément aux attentes des citoyens et favoriser l'installation de nouveaux résidents sans que Rapide Danseur ne devienne qu'un simple lieu de villégiature. J'ai l'espoir que dans 25 ans, nous soulignerons comme aujourd'hui le 350e anniversaire de l'expédition de Pierre Chevalier de Troyes et le 100e anniversaire de Rapide Danseur. Jean de l'Abitibi, laissez passer les voyageurs, c'est des livreurs d'espérance. C'est signé M. Philippe Duval, citoyen Rapide Danseur. Mais c'est pas fini. On a un représentant d'Anfield qui a travaillé fort, ou c'est peut-être une œuvre collective, je ne sais pas. Je vais essayer de ne pas la déchirer avec mes grosses pattes, là. Parce que ça a l'air que c'est bien moins solide qu'un aviron, ça. C'est pas une peau de castor. C'est même pas de l'écorce de bouleau. Précautionneux, là. Je vais te le confier. Ça, je présume que c'est le message que vous envoyez au village suivant. Puis peut-être qu'en tant que citoyen, vous seriez curieux de le connaître. Anfield, vendredi le 15 juillet de l'an de grâce 2011. Messieurs, mesdames, si le Pierre Chevalier de Troyes et ses hommes étaient à la recherche d'un oasis où il ferait bon vivre et qu'Anfield avait existé lors de son passage, il en aurait sûrement pris possession pour écouler des beaux jours heureux. Pourquoi demandez-vous? Parce qu'Anfield est un quartier chaleureux où accueil, service et entraide cheminent d'un commun accord. Les Anfieldoises et les Anfieldois adorent y demeurer parce qu'ici, un esprit convivial règne en maître. Ils aiment également le cachet rural teinté d'une note urbaine, rendant les services de proximité plus accessibles. On aime y vivre car toutes les beautés de la nature sont offertes à nos regards, en plus qu'être à la portée de la main. Les nombreux lacs permettent des pêches quasi miraculeuses, et ce, été comme hiver. Les terrains de chasse et les emplacements de loisirs assurent également leur joie de vivre. Notre petit patelin dégage une grande sérénité et offre des zones de silence si nécessaires au bien-être de chacun. C'est un coin de paradis qui donne asile à des jeunes couples qui y établissent pour fonder leur famille. Ils savent que les enfants sont nos trésors les plus précieux. Dominé par le mont Chaudron, environné d'une nature verdoyante et couronné par de grands espaces fleuris, Anfield est cette oasis rêvée par les voyageurs d'autrefois, où tous peuvent vivre librement, se développer et s'épanouir. Si Pierre Chevalier de Troyes et ses hommes pouvaient repasser 325 ans plus tard, ils demeuraient à jamais dans cette contrée si magnifique. Bien à vous, les citoyens et citoyennes d'Anfield. Bon message. Bon message. Fait que précautionneux, je te connais, là. C'est toi qui vas t'occuper de ça, puis tu vas essayer de pas le mouiller de main trop quand on va faire la rivière. Même si c'est la rivière sinueuse, ennuyeuse, plate. En tout cas, on va trouver un moyen. Bon, mais messieurs, dames, ça termine notre soirée. J'espère que vous avez apprécié. On va vous demander de vous regrouper dehors, parce qu'on a besoin d'immortaliser votre présence. On va faire une photo, comme on fait dans chaque village, avec tout le monde. Puis s'il y a un des voyageurs qui est capable de retrouver une grosse corde, on va vous prendre en photo en train de tirer sur la corde. Pas comme des fous, là, parce qu'on a une journée assez fatigante, mais au moins pour la photo, là, vous pourrez dire que vous aurez tiré au câble avec les voyageurs. On va se retrouver dehors dans quelques instants.
Puis également, avant que vous sortiez, si on est ici, c'est parce qu'on a été accueillis, puis il y a quelqu'un qui a travaillé fort au nom des citoyens de Arnfield. Il nous a organisé tout ça. Monsieur Yann Thomas, viendras-tu en avant? On va te donner une autre shot de rhum pour te féliciter. Puis moi, je veux te serrer la pince bien gros parce que c'était du trouble de s'organiser puis d'avoir quelque chose de fait et de bien fait. Merci beaucoup. J'espère que c'est pas lui qui est le chauffeur désigné pour vous tous, là. Mais avec ça, je voudrais vous souhaiter un bon voyage. Merci beaucoup. Aïe, aïe. Ouais, on a fini de souffrir, là, ça va être facile. Fait qu'on se retrouve dehors dans quelques minutes. On va prendre une photo tant qu'il y a encore un petit peu de soleil, puis on va voir comment bon vous êtes pour tenir une corde. OK, les voyageurs, on va dehors aussi pour la photo, s'il vous plaît. On s'occupera du reste après. Vive la Rome! Vive la Rome! Vive les femmes! Vive les femmes! Vive les créatures! Oui, t'es ma créature. Allons voir! Les braves gens d'Arnfield. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est qu'une surprise les attend. Les voyageurs sont de braves et honnêtes gens, qui ne trichent jamais, mais ils s'arrangent toujours pour gagner. Vous allez voir. L'équipe du village affronte les voyageurs. De nombreux et forts voyageurs. Tellement forts qu'il n'en suffit que quelques jeunes pour défier le village au complet. Tout un village contre quelques voyageurs. Voyageurs, entre les rochers usés par le temps, il a fallu croiser des torrents et aux avirons, tout comme nos aïeux, on a sué des sueurs de feu. Dans le soleil, le vent ou la pluie, rame, voyageurs, les fronts étaient les mains gercées, rame,